Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette semaine, je vais recevoir Kéline qui va nous parler de tout ce qui est mémoire, que ce soit voilà, de la vie intra-utérine, de la naissance. Ça a l'air passionnant, donc j'ai hâte de la retrouver pour parler de ce sujet. Comme à chaque fois, que vous soyez en direct ou que vous regardiez la vidéo en replay, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous êtes en live, on y répondra directement. Et si c'est en commentaire, on y répondra via les commentaires. Alors voilà, quelques instants que Kéline se dit coucou. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos petits coucou. Alors, Kéline va normalement apparaître dans quelques instants. Voilà. Hello Kéline. Hello, comment ça va? Ça va bien et toi? Eh bien, écoute, ça va. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. En plus, voilà, nouvelle lune pour bien commencer Oui, ce oui, cycle. oui, c'est vrai. Je suis en Alors, train ah, voilà, c'est bon. J'avais appuyé sur tu avais une mis un petite. petit... Non, on parle de nouvelle lune, du coup, tu avais mis ouais, un petit filtre. j'ai mis Voilà, un petit nouvelle zéro lune sur magique. l'écran. Ouais. Attends, je sais pas comment on enlève ça. Bah, je sais pas. Ben là, tu l'as plus Je en l'ai tout cas. plus. Bon, bah, ça va Non, tu alors. l'as plus. Voilà. Alors, Kéline, est-ce que tu es OK de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Bah, du coup, je suis Kéline et je suis comment je vais dire, une passionnée de tout. Une passionnée de la vie, une passionnée des gens, une passionnée de lecture. Quand je fais les choses, j'y fais à fond. Voilà, pas de demi-mesure. Quand j'aime, j'aime à fond. Et c'est pour tout. Et sinon, bah, j'accompagne particulièrement les femmes avec tous les outils que je peux avoir et avec qui je suis principalement, à se reconnecter à leur vraie nature, leur nature profonde, à oser être qui elles sont, à l'affirmer et surtout à descendre au fond d'elles-mêmes et à vraiment se reconnecter au cœur. C'est surtout ça que j'aime et que j'adore faire dans mes accompagnements. Super. Et là, on a, alors je ne sais pas du coup qui se cache derrière le pseudo boulanger 5063 qui me dit bonjour, comment vous allez? Euh, on va Très bien. bien. Dis-moi, Kéline, qu'est-ce qui t'a donné envie de te former? Alors, je sais pas si on peut parler de technique, d'approche, je sais pas trop comment, voilà, s'il y a vraiment un mot approprié. Alors, je me suis formée à beaucoup de choses, hein, mais j'ai commencé par la naturopathie, simplement parce qu'au départ, c'était un chemin personnel, puisque j'avais été diagnostiquée, on peut le dire comme ça, euh, d'une maladie auto-immune. Donc, il y avait des facteurs qui étaient très présents. Et en cherchant, tout simplement, comment moi, je pouvais améliorer les choses de mon côté. Parce que, bon, maladie auto-immune dit forcément, ça vient de soi, hein, de l'intérieur. Il n'y a rien de l'extérieur voilà, qui impacte. Et la naturopathie est rentrée dans ma vie. Et petit à petit, une chose en emmenant une autre, j'ai eu en fait ce désir de transmettre tout simplement ce qui avait servi pour moi. J'ai compris que ça pouvait aider énormément de monde. Voilà, parce que les gens autour de moi ne savaient absolument pas ce que c'était que la naturopathie. Voilà, même moi au départ, hein. Et en partant de la naturopathie, je me suis formée à d'autres techniques pour aller encore plus en profondeur et encore plus. Et je suis arrivée jusqu'à il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, aux empreintes émotionnelles. C'était aussi à la base un chemin personnel, puisque c'était, même si c'était une formation pro, euh, dans cette formation, on parlait du transgénérationnel. Donc, on partait de là, il y avait différentes étapes. Donc, d'abord le transgénérationnel, comprendre en fait l'impact du transgénérationnel dans notre vie. Puis, les empreintes émotionnelles de préconception, conception, grossesse, pour arriver à la naissance. Et ça a fait sens, moi, dans mon chemin de vie, à moi, puisque ça m'a donné énormément de clés de compréhension. Et la formation, en fait, elle était aussi dédiée aux futures mamans. Donc, en fait, les
thérapeutes qui étaient là suivaient, c'était aussi des doulas, je ne sais pas si on sait ce que c'est des personnes qui suivent en fait les futurs parents. Et les thérapeutes, en fait, surtout, étaient là pour, en fait, aider les futurs parents, les parents aussi, et les adultes, puisque les empreintes émotionnelles touchent, en fait, tout le monde, en fait, de manière inconsciente, mais lorsqu'on arrive et que on ne sait pas très bien pourquoi il y a ça dans nos vies, il y a ça, pourquoi ça se répète, etc., on peut venir mettre le doigt sur les empreintes émotionnelles. Donc, quand je parle d'empreintes émotionnelles, donc évidemment, il y a le mot émotion. Il faut comprendre que nous sommes de l'énergie. L'énergie en mouvement, mais de l'énergie. C'est fait d'énergie. Et une émotion, si on la décortique, bah, c'est pareil, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, deux énergies s'attirent. Et donc, une empreinte émotionnelle, c'est simplement une expérience avec une forte émotion qui va venir s'ancrer dans la personne. Que ce soit le bébé, le fœtus, le bébé, l'adulte, l'ado, peu importe l'étape de la vie, c'est vraiment une expérience avec une forte, ce qu'on appelle empreinte, hein, mais c'est une forte émotion qui va venir s'ancrer à sa manière dans le corps, qui va venir se figer, se cristalliser, si elle n'est pas bah, tout de suite intériorisée, enfin extériorisée plutôt. Oui, ça me fait penser, moi j'ai eu en séance d'hypnose une personne qui, en fait, en étant bébé dans le ventre de sa maman, avait tellement ressenti l'insécurité de sa maman et qu'en fait elle était hyper stressée, mais qu'en fait depuis tout bébé, elle avait vécu que ce sentiment de stress. Et d'ailleurs, pendant la séance d'hypnose, quand je lui ai fait, on va dire, goûter à ce que c'est de vivre sans stress, elle disait, mais en fait, je connais pas. Mon corps non plus, il connaît pas. Parce que, en fait, c'était engrammé en elle depuis qu'elle était bébé. Du coup, Oui, tout à ça a fait, des parce que forts impacts, quoi. bah, il faut comprendre que un bébé dans le ventre de sa mère ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Lui, il a que les ressentis. Donc, j'aime bien prendre cet exemple, mais une femme qui est enceinte, son mari rentre, bah, j'ai perdu mon travail, je suis au chômage, c'est un choc. On va avoir un bébé, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais le bébé, lui, à l'intérieur, il ressent ce choc. Mais il ne sait pas que papa a perdu son boulot, pourquoi maman elle est comme ça, qu'est-ce qui se passe. Non, tout ce qu'il sait, c'est que je suis dans mon cocon, il se passe quelque chose. Et là, tout de suite, ça me crée des peurs, ça me crée des croyances, ça crée quelque chose en moi qui va venir se mettre. C'est, on peut vivre, je prends aussi l'exemple du deuil, parce que c'est quelque chose qui arrive, qu'une femme soit enceinte et soit elle vit un deuil, ou même euh, son mari va vivre un deuil, ou elle va avoir en fait un deuil autour d'elle, ça va avoir un impact sur le bébé. Donc, ça va se cristalliser et la personne, en fait, le bébé va grandir, va devenir adulte, etc. Et selon, en fait, l'importance que ça a eu en se cristallisant, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre. Donc, j'avais pris l'exemple du non-désir ou de l'empreinte de sexe, parce que c'est souvent celui qui ressort. Mais c'est exactement ça. Euh, un bébé dans le ventre, il ne sait pas en fait qu'il est ni une fille, ni un garçon, ni ce qu'il va être, etc. Même le bébé a vu. Donc, il est là et oh non, mais on a une fille et moi je voulais un garçon. Et puis, des fois, ça crée vraiment des conflits en fait dans la famille ou même entre les parents parce que moi je suis un garçon, toi tu es une fille, pourquoi tu veux pas, etc. Et le bébé qui est là ressent tout ça en fait. Il ressent les émotions du père, la frustration de la mère et l'enfant sort. Ah, bah, t'es un garçon. Ok, bah, moi je voulais une fille. C'est pas comme ça. Mais il faut comprendre que là, il y a toute une histoire avec l'inconscient, le subconscient, parce que les gens expriment ce qu'ils voudraient, mais ils ne regardent jamais réellement en se posant, ok, à l'intérieur, qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi je le veux?
pourquoi je veux pas un garçon? Pourquoi je veux une fille? Et inversement. Et là, si on prend le temps d'écouter réellement, en fait, ces réponses, là, l'inconscient va parler. Ah ouais, ok. Bon, alors finalement, c'est pas un garçon que je veux, c'est une fille, alors, ok. Parce que c'est cette énergie inconsciente qui prend le dessus. J'aime bien dire que 70% de nos choix que l'on fait tous les jours viennent du subconscient. Ils viennent même pas de nous et on a l'impression d'avoir à chaque fois des idées folles. Waouh, je sais, je sais. Non, en fait, ça vient de ton subconscient. Ouais. Donc, les empreintes émotionnelles, c'est exactement ça. Elles viennent en fait se cristalliser dans le subconscient. Et tout au long de notre vie, on va répéter ça par des interprétations, par des croyances, par des schémas. Et puis, on va finir un jour par se dire, ouais, j'ai cette croyance-là, mais alors je ne sais pas du tout d'où elle vient. J'ai jamais su pourquoi. Ah, bah, c'est qu'elle ne t'appartient pas. C'est que tu as été encodé quelque chose. Eh ben non, en fait, ça t'appartient absolument pas. Et c'est comme ça que ce soit pour la grossesse ou préconception, conception, grossesse, ou que ce soit après à la naissance. Et après, on continue en fait d'encoder des choses en fonction aussi de notre société parce qu'on grandit, etc. C'est comme les poupées russes. Voilà. Mhm. On grandit, mais en nous, il y a plein de petites parts comme ça d'empreintes émotionnelles qu'on a cristallisées, refoulées. Et c'est marrant que tu parles des croyances parce que justement, j'ai fait un post il y a 1 ou 2 semaines, je pense, où ben, j'expliquais et je donnais un exemple que ça peut être ben, quand on est enfant, un parent qui nous répète toujours la même chose et qu'on va nous ben, le prendre pour vrai, même si nous-mêmes on l'a pas vécu. Et que voilà, en fait, comme tu dis, c'est ben, même des années après, on sait pas d'où ça vient, mais c'est juste là et du coup pour nous c'est la réalité, on va dire, et ça nous fait prendre aussi parfois des décisions ben justement inconsciente parce que on a ça qui est là en nous et on se rend pas compte à quel point ça peut soit nous bloquer ou en tout cas nous peut-être voilà nous faire aller dans la direction qu'au fond on n'a pas trop envie. Et ce qui me venait aussi, c'est est-ce que par exemple ça pourrait être, tu vois là tu prends l'exemple de, imaginons, je vais dire une maman qui voudrait un garçon et du coup elle a une fille. Est-ce que ça pourrait être aussi par exemple parce que ses propres parents voulaient un garçon et elle est une fille et du coup elle a entre guillemets, tu vois peut-être pris aussi ben, cette mémoire, je veux dire, tu vois, de ses parents. Oui, d'où le fait que je faisais le lien avec le transgénérationnel. Mhm. Donc, je te disais qu'on commence toujours en fait par le transgénérationnel, avant même nos empreintes à nous ancrées par nos parents, parce que déjà, il y a toute la lignée. Et, et si dans la lignée, déjà, il y a cette empreinte de sexe, ça va continuer comme ça. Ça va continuer. Je prends l'exemple, hein, pareil, puisque c'est assez concret, d'une amie qui, bah, dans l'apparence, alors j'aime pas ce mot, mais on va dire très garçon manqué, tu vois. Vraiment, tout ce qu'elle peut faire comme un garçon, elle le fait, etc. Et elle comprenait pas. Et lorsqu'elle allait devenir maman, parce que là, elle a une petite fille, et c'est très drôle. C'est là que sa mère et sa grand-mère lui ont expliqué en fait que sa grand-mère voulait un garçon, mais a eu une fille, donc sa mère. Et sa mère voulait un garçon, mais a eu une fille, elle. Et elle, Oui, peut-être elle, un garçon aussi. elle voulait un garçon, elle a eu une fille. Et, euh, et donc, je lui ai expliqué, en fait, inconsciemment, Ouais. que non, tu exprimes consciemment que tu veux un garçon, mais il faut comprendre que ton subconscient, lui, sait ce qui est bon pour toi et ce que tu souhaites. Et elle dit, ah ouais, donc en fait, je voulais une fille. Je dis, bah oui, tu voulais une fille. Elle dit, ah bah ok, d'accord. Bon, bah je voulais une fille. Alors, si tu m'expliques ça comme ça, j'ai dit, bah c'est pas aussi simple, mais voilà, faut le prendre que c'est le bébé que tu as, il est parfait. Parce que simplement ton subconscient a fait ce que toi tu désirais réellement et profondément. Mais c'était rigolo quand on remontait le truc. Elle me dit, bah tu sais que ah mais ma mère elle voulait un garçon et moi je suis un garçon. Et quand je la regarde, je dis oui, elle a eu enfin physiquement une fille, mais énergétiquement un garçon. Ouais. Et c'était rigolo. Et ça montrait que pareil, elle essayait, tu sais, de lutter avec ça parce que elle me dit ouais mais je me sens comme un garçon. Hein. Je dis ouais mais t'es une fille. Hein.
J'ai dit, c'est juste que tu as eu cette empreinte de préférence de sexe bien marquée, là, de moi je veux pas ci, moi je veux ça, moi je veux ci, moi je veux ça. Mais au fond de toi, non, tu es la fille parfaite pour tes parents. Donc, l'empreinte de sexe, quand j'ai des clients qui arrivent et qui l'ont, c'est assez rigolo. On en rigole ensemble, quoi. C'est rigolo. Mais ouais, selon les personnes, ça va se manifester enfin, le degré sera différent, en fait, à travailler. Et justement, du coup, est-ce que le fait euh, qu'elle est, on va dire, garçon manqué, on va dire ça comme ça, c'est comme si justement aussi inconsciemment, elle voulait faire plaisir au désir de ses parents qui, en plus, c'est un, Ouais. voilà, inconscient qui se répète, Bah, je suppose c'est aussi que c'est exactement pour ça. ça. Ouais. Bah, c'est ça, exactement ça. C'est que dans sa stratégie de bébé, après elle va naître, donc inconsciemment toujours, elle sait qu'elle est une fille, mais mes parents désiraient un garçon. Donc je ne suis pas conforme à l'image que mes parents en fait voulaient. Donc inconsciemment, hein, le bébé il fait ça, il se transforme en ce que veulent les parents. C'est comme bah, pareil, quand un parent ne désire pas un enfant, l'enfant prend deux stratégies. Soit je vais me plier aux ordres de mes parents et être comme eux ils veulent pour que me sentir désirée. Donc l'enfant sage, qui bouge pas, qui répond, qui va carrément éteindre sa vraie nature pour ressembler en fait à l'image que veulent ses parents. Soit ça sera différent, c'est-à-dire on aura un enfant qui rebelle, qui veut s'affirmer, qui est là, non mais vous m'aimez pas de toutes les manières, donc moi je veux être qui je suis qui je suis, personne ne me l'enlèvera. Il y aura cette affirmation-là en fait de la personne. C'est vraiment la stratégie que les bébés vont inconsciemment en fait choisir, on ne peut pas la savoir d'avance. Mhm. Ça sera l'un ou l'autre quoi. Ouais. Alors, bonjour à tout le monde, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se sont connectées. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et comment on fait, par exemple, tu vois, parce qu'on ne sait pas toujours, par exemple, que ben, il y a un enceinte qui voulait un garçon et qui a eu que des filles, et que du coup ça se répète, tu vois, inconsciemment. Comment du coup, tu vois, Comment tu as accès on à le voit l'information, tu vois? euh, quand les mamans elles viennent avec cette dualité là, elles sont pas bien. Elles sont pas bien dans leur peau. Euh, on vient de m'annoncer que j'ai une fille, mais je vais avoir une fille, mais moi je voulais un garçon. Je sais pas. C'est pas que je n'aime pas mon bébé. Enfin, voilà. Elle va expliquer en fait son mal-être et elle va dire mais pourtant je sais pas pourquoi. Je sens que ça m'appartient pas. Il y aura forcément quelque chose, un mot qui va surgir qui va nous faire savoir tout de suite, ok, bon, ben effectivement, ça lui appartient pas. Et là, vous commencez à poser des questions. C'était comment votre conception? Est-ce que vos parents, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce qu'ils voulaient une fille, plutôt un garçon? Et puis, si on voit que ça vient pas vraiment des parents qui n'ont pas eu cette dualité-là, et votre grand-mère, quand ils ont eu vos parents, enfin votre mère ou votre père, etc. En fait, on va toujours poser des questions et remonter dans le schéma familial pour savoir exactement d'où est venue cette dualité. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait, qu'est-ce qui s'est encodé ensuite pour que ça arrive jusqu'à elle et par quel chemin, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, vraiment, c'est un travail de détective. Mais ça se fait très vite parce que les personnes arrivent à avoir accès à l'information assez vite lorsqu'il n'y a pas vraiment de drame ou de trauma dans la famille, les parents, les grands-parents, les tantes, tout le monde s'y met pour, ben voilà, oui, mais il y avait ça, il y avait ça, tout le monde raconte l'histoire. Et donc, comme elle revient avec l'histoire, on arrive très bien à remettre à qui ça appartient, etc. Et une fois qu'on a reconstitué vraiment l'histoire, moi, je lui raconte l'histoire. Voilà, il y avait ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère ou ton grand-père, ton arrière-grand-père, peu importe la personne. Voilà, dans cette partie-là de la génération, qui a eu ça, qui a pensé ça, qui a fait qui a eu ça. Et en fait, voilà, je raconte les histoires jusqu'à elle pour qu'elle ait cette compréhension-là. Et ensuite, je fais ce qu'on appelle un travail de déprogrammation, reprogrammation. Là, on va dans un voyage vraiment intérieur où elle est presque en état d'hypnose, hein, parce qu'on arrive dans le même état en sophro, hein, donc un état c'est une conscience un peu paradoxale entre le sommeil et l'éveil. Et avec ça,
Donc, une fois qu'elle est relaxée, on va aller parler au bébé qui elle était. En fait, on va se reconnecter au bébé, à cette part d'elle-même, pour aller expliquer ce qu'elle a compris. Donc, à travers mes mots, donc je construis en fait avec elle le voyage, hein, et je dis tout au long, s'il y a quelque chose qui ne fait pas sens pour elle, elle a le droit, parce que elle est encore en conscience et qu'elle m'entend, de changer les choses. Donc, elle a la possibilité. Donc, oui, moi, je raconte l'histoire. Elle, bah, le subconscient fait ce qu'il a à faire avec la rencontre avec cette part d'elle-même. Et on raconte cette histoire, on raconte jusqu'à la reprogrammation de la compréhension, ce qui s'est passé, à qui ça appartient. Donc déjà. Et on fait aussi ce travail d'acte symbolique, de rendre en fait à la personne à qui ça appartient et ben cette empreinte de sexe, ce mal-être qui ne nous appartient pas en fait, qui n'appartient pas à la cliente. Et donc c'est vraiment un processus étape par étape pour aller en fait déprogrammer, reprogrammer, rendre à qui de doigt lorsque le transgénérationnel vraiment intervient. Ça me fait penser aux constellations familiales. Un peu. Et du coup, j'avais une question. Est-ce que, après, je sais pas du coup hein, si tu as déjà eu le cas ou pas. Imaginons, tu vois, quelqu'un qui aurait été adopté et qui du coup n'a pas du tout les informations, tu vois, de savoir. Alors, Bon, alors il sait que s'il a été adopté, c'est qu'il n'était pas voulu, d'accord. Enfin, ou que c'est peut-être même pas qu'il n'était pas voulu, c'est peut-être que les parents n'étaient pas en capacité aussi, parce que ça peut être ça. Hein. Mais je veux dire, tu vois, comment alors là, il pourrait aller rechercher les informations s'il n'a pas du tout de contact avec sa famille ou même quelqu'un qui peut-être, tu vois, n'est pas adopté, mais pour X ou Y raison a coupé les liens avec toute sa famille. Ça pourrait aussi, par exemple, exister. je vais commencer par dire que rien n'arrive au hasard. Un enfant adopté n'arrive pas dans une famille par hasard. Okay. Donc là, il va falloir vraiment ouvrir grand l'esprit. On ne choisit pas sa famille, mais c'est faux. On l'a choisi inconsciemment. Donc l'enfant qui est adopté sera dans la famille parfaite pour lui. Donc il n'a pas l'encodage de sa naissance, plutôt de ce qui s'est passé avant, parce que l'encodage de la naissance, il peut l'avoir. Il n'aura pas l'histoire d'avant, la préconception-conception, mais lorsqu'il arrive dans la famille, énergétiquement, ça raconte son histoire. Donc, comme pour quelqu'un qui n'a pas été adopté, voilà, on ira demander aux parents adoptifs qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Et ce qui est magique, c'est que l'histoire correspond à la personne. Parce qu'elle est arrivée dans la famille parfaite en fait pour elle, au bon moment, avec l'énergie qu'il lui fallait. Donc en fait, elle va simplement, l'histoire de la famille sera son histoire. Donc, pour un enfant adoptif, ça sera la même façon que pour quelqu'un d'autre, quoi, en fait, qui n'a pas été adopté. Ouais. Ouais, c'est en hypnose parfois, en fonction, tu vois, des ce qu'il peut y avoir, c'est justement d'aller avant l'incarnation, de comprendre qu'est-ce qui fait que la personne a choisi sa famille, parce que comme tu dis, on choisit sa famille pour une bonne raison, et voilà, c'est juste qu'il y a différentes techniques pour comprendre. Parfois, voilà, pourquoi j'ai choisi telle famille parce que c'est si compliqué, mais en fait non, c'est toi qui l'as choisi parce que c'était utile pour voilà pour telle raison ou telle autre. Donc c'est ça qui est Exactement. intéressant. Lorsque les gens se disent ouais, mais je comprends pas pourquoi, c'est surtout quand ils deviennent un peu adultes, mais et qui veulent vraiment rechercher qui est ma mère, qui est mon père, mon histoire et tout, etc. Et qui sont dans dans cette dualité-là, on va leur montrer qu'en fait, elle est dans sa famille parfaite. Donc oui, elle a le droit de rechercher la personne qui l'a mise au monde, qui considère peut-être pas forcément comme sa mère, mais qui a envie de connaître son histoire. Et ben tout, ça va coïncider en fait. Et, euh, et je trouve ça assez magique parce que finalement, la personne que tu vas considérer comme ta mère adoptive,
eh ben, match parfaitement avec la mère qui t'aurait mise au monde. Et l'histoire est toujours très belle comme ça, très très belle. Et les gens sont toujours étonnés, tu sais, Mhm. de comment ça peut se faire. En fait. Ouais, mais nous sommes des êtres d'énergie. Ouais. Et c'est pour ça que quand je parle des empreintes émotionnelles, je commence toujours par dire comprendre les empreintes émotionnelles demande une certaine ouverture d'esprit, demande vraiment cette compréhension de émotion, énergie, être humain, énergie. Les énergies s'attirent. Et c'est ouais, c'est vraiment ça. Mhm. Et c'est là où c'est bien, où la physique quantique, pour peut-être des esprits parfois plus cartésiens, commence à expliquer, parce que aussi on peut comprendre que pour certaines personnes, parfois c'est pas encore évident de comprendre, voilà, qu'on est énergie, parce qu'on a envie de dire, ben non, je suis là, je suis dur et tout, oui, mais derrière il y a tout ce qui est atomes, électrons, protons, enfin, et quand on décompose encore plus petit, en fait, on se rend bien compte maintenant que c'est que de l'énergie, comme l'eau qui peut être vapeur, solide, Ça. liquide, et ça reste toujours de l'eau. Donc c'est ça qui est C'est vraiment intéressant. ça. Après, c'est ce qui est bien, c'est que quand on remet le puzzle, en fait, quand on raconte l'histoire à la personne, euh, même si elle n'est pas du tout, ben, elle se dit, oh, on n'est pas des êtres d'énergie, enfin, qu'est-ce que tu me racontes, etc. Mais rien que le fait de raconter l'histoire, ça fait sens. Parce qu'à ce moment-là, en racontant l'histoire, le subconscient, en fait, prend le dessus. Donc, forcément, la personne, elle se reconnecte, en fait, à cette histoire-là. Pas parce que moi, je lui dis et que c'est vérité. Non, parce qu'en fait, il y a quelque chose et il y a des mots qui vont venir dire ah ouais, non, c'est pas con ce qu'elle dit. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et en Et, plus, c'est des choses vérifiées. Donc, ouais. ouais. Et puis comme tu dis, vibratoirement, elle va le sentir, même si elle a peut-être pas cette conscience, mais à l'intérieur, il y a des choses qui se passent et voilà, on n'a pas besoin toujours non plus de comprendre. Et juste, tu vois, si justement on reprend le cas de quelqu'un qui aurait par exemple coupé les ponts avec sa famille, est-ce qu'il pourrait quand même faire le travail même s'il n'a pas les infos, je suppose, de toute Oui, façon. oui. On arrive très bien. Souvent, je le dis, quand vous allez chercher les infos, il n'y a rien d'obligatoire. Rien du tout. Si les parents sont encore en vie et veulent vous transmettre, ok. S'ils ne veulent pas, n'allez pas chercher. Je veux dire, quand il y a des drames, des traumas, des choses, on ne va pas chercher, on ne va pas remettre ça sur le tapis. Tout le monde n'a pas fait ce chemin. Ça, il faut vraiment, faut le respecter. Mhm. Donc, si les parents ne veulent pas, il y a d'autres moyens de compréhension et d'autres moyens à travers la vie de la personne, à travers sa naissance, par exemple, parce qu'il y a aussi l'empreinte de naissance. À travers sa naissance, il y a moyen de lui apporter cette compréhension, en fait, et ce nœud qu'elle aimerait bien dénouer dans sa vie. Donc oui, on ne va pas réveiller des choses si les parents, les grands-parents, les tantes, enfin si les membres de la famille n'ont pas du tout envie. C'est le cas des gros traumas. Personne n'a envie de les revivre, quoi, Ouais, en fait. ouais, non, c'est clair. Mm. Et je suppose, donc il y a le cas par exemple d'une femme enceinte qui vient te voir parce que tu disais un dualité, elle va avoir une fille, elle aurait voulu un garçon, mais je suppose que c'est pas la seule raison qu'on peut venir par exemple te voir. Ça peut être, tu vois, Non, il y a l'exemple, je vais le prendre, des deuils. Le deuil, parce qu'il y a un deuil qui survient, la personne est inquiète pour son bébé, comment le bébé va réagir, etc. Après, effectivement, avec une femme enceinte, on ne fera pas le même chemin que si elle a déjà accouché. C'est pas pareil. Avec les femmes enceintes, on va plutôt remettre un lien de cœur à cœur avec le bébé, mais il n'y aura pas de déprogrammation, reprogrammation. Ça, non. Parce que le bébé, il est encore là, il encode des choses, en fait. Lui, il ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Donc, on va remettre le lien cœur à cœur, qu'elle puisse être en connexion avec son bébé et lui expliquer que non, maman est toujours là, je t'aime, c'est pas de ta faute, et elle lui dira tout ce qu'elle a envie de lui dire pour que lui puisse se sentir rassuré, baigné dans son cocon, être voilà dans l'amour, la joie, dans quelque chose de vraiment merveilleux. Donc, avec les femmes enceintes, on prend quand même beaucoup de précautions parce que oui, il y a un bébé qui encode des choses. Hein. Donc, ouais. Mais on peut et venir pour dès qu'on sent en fait, on sent quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est souvent les mots qui reviennent, c'est ça.
Je ne sais pas pourquoi. Mais Mhm. il y a ça. Et est-ce que c'est d'office euh, enfin, des femmes, après je sais pas si tu fais aussi les hommes, des gens qui ont des enfants ou ça peut être aussi des gens sans enfants? Les deux. En fait, je fais pas que les futurs parents ou les parents. C'est vraiment tout le monde, en fait. Tout le monde. Tu vois, comme là, ben, j'ai pas de futurs parents. Euh, je travaille avec deux, ouais, avec les personnes qui ont. Là, je travaille avec deux femmes surtout, et il y en a une qui n'a pas d'enfants, et il y en a une autre qui a des enfants, mais l'impact, en fait, n'est pas sur leurs enfants, l'impact est sur elles, tu vois. Mhm. Donc, quand bah, je vais prendre l'exemple d'une cliente qui, avec une anxiété sévère, limite burn-out, mais qui n'explique pas certaines choses qui sont bah, en burn-out, ça remonte hein, à la surface. Tout ce qui est cristallisé, ça remonte. Donc voilà, là on a pu faire le lien sur pas mal de choses, sur des incompréhensions, etc. Et on a pu mettre des choses en lumière, tu vois. Et pour les deux. Euh, L'autre, c'était plus bah, dans le côté pro, il y avait toujours par rapport au pro et par rapport à la famille, à chercher cette lumière, cette reconnaissance surtout. Et elle disait, mais je comprends pas pourquoi je suis comme ça, alors que c'est pas ce que je veux. Et ça la mettait dans une colère monstre, en fait, tu vois. Et je lui dis, d'accord. Elle me dit, oui, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas comme ça que je veux que mon père il me parle, c'est pas comme ça que je veux que ma mère elle me voit, mais j'ai toujours ce besoin-là, j'ai toujours Et quand elle parle de ça, ça éveille quelque chose en elle qui, la colère elle monte en fait. Et pardon. Et c'est de là qu'on a cette compréhension de se dire, ok, elle traverse un truc, excuse-moi, elle traverse un truc qu'elle ne comprend pas. Mhm. Et on a un coucou de Julie. Coucou Julie. Ça va Coucou mieux? Julie, j'ai un truc de la gorge, désolée, mais ça va. Respire, ça va aller. Oui, C'est j'ai bon? respiré. Ouais, donc oui, on travaille tant sur. Alors, je ne travaille pas sur les enfants, du tout. Du tout, du tout, du tout. Euh, Lorsqu'on travaille sur les empreintes émotionnelles, on va travailler avec des adultes, mais on ne travaille pas avec les enfants. Mhm. Voilà. C'est un processus qui est fait pour l'enfant, en fait, tout simplement. Ouais, ok. L'enfant n'a pas encore cette conscience mature pour aller, pour avoir en fait ces compréhensions-là. Et dans l'enfant est encore dans sa bulle, quoi, en fait. Donc, non, on ne peut pas aller désencoder des choses. Ça, Mhm. non. Donc, on travaille Ouais, que sur des adultes, avec ou sans enfants, peu importe. Hein. Mais c'est à l'endroit où, oui, c'est ça, tu ne touches pas. C'est vraiment lorsqu'on met le doigt sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne comprend pas. ouais. Sinon, ce qui est aussi intéressant, parce que peut-être que parfois on se rend pas compte, c'est quand t'expliquais, quand j'avais écouté ton direct, qu'aussi en fonction de comment on est né, ben parfois il y a des choses qui se passent et on s'en rend pas compte. Et j'avais trouvé ton explication intéressante parce que du coup, justement, c'est vrai que parfois il y a des choses qui se répètent, mais on fait pas trop attention. Et j'avais trouvé ça intéressant, la façon dont tu avais expliqué que voilà, la naissance pouvait après Oui. faire qu'il y avait certains comportements qu'on n'explique pas et qu'en fait, ben, en faisant justement ce processus, Ah, on pouvait en aussi fait, mettre des mots dessus. la naissance, en fait, c'est simplement une continuité de la grossesse. Elle se vérifie à chaque fois. Hein. Et la manière, en fait, dont va se passer la naissance, c'est vraiment ce que l'enfant aura encodé durant la grossesse. Je prenais l'exemple du cordon ombilical autour du cou. Ça va être souvent, en fait, après, ça peut se traduire par des personnes qui auront du mal déjà à supporter quoi que ce soit autour du cou. Des écharpes, peu importe ce qu'on va leur mettre autour du cou, ils auront toujours, en fait, cette impression de mort et d'angoisse. Et ça, des fois, bien souvent, les gens ne savent pas pourquoi. Ah, je ne supporte pas qu'on me déchire, je ne supporte pas des chiens. Et là, on va dire, mais vous êtes né comment? Comment s'est passée votre naissance? Et non, très bien. J'ai juste eu en fait le cordon autour du cou, mais rien de méchant. D'accord.
Et en fait, on ne se rend pas compte de l'empreinte émotionnelle de naissance qu'il y a eu. Tu vois. Donc, selon les personnes, ça va se réduire comme ça. Ou alors, la personne, il y aura le lien à la mère qui va être un peu compliqué. C'est soit je suis très proche de ma mère et je voudrais être autonome, mais je suis très très proche que j'arrive pas à m'en séparer. Soit la personne, pour s'en séparer, elle va partir à l'autre bout du monde, très loin, hyper loin. Mais le plus important, c'est qu'elle soit très loin. Parce qu'elle veut couper ce lien, elle veut pas être retenue, ni quoi que ce soit. Donc, tu vois, c'est, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment selon le degré. Et oui, la naissance a un impact parce que, pareil, énergétiquement, comment était maman, comment était papa, mais aussi le personnel soignant. Si autour, énergétiquement, tout le monde est stressé, un peu très, une énergie, tu vois, très concentrée, ou alors qu'on pourrait être dans quelque chose, même si c'est un accouchement, très apaisé, parce qu'il y a des accouchements qui se passent de manière très apaisée, fluide, dans une belle harmonie, tu vois. Et ben là aussi, ça a un impact. C'est pareil. Je dis toujours, hein, c'est une continuité. Et ça confirme en fait juste l'encodage qu'il y a eu durant la grossesse. Mhm. En fait, si je comprends bien, ça pourrait être intéressant de tout le monde faire une séance, ne fût-ce que pour aller voir justement l'accouchement et voir, ben, tu vois, ce qui se répercute dans la vie après. Alors, oui et non. Alors oui, ça pourrait être intéressant. Et non, parce que c'est comme on dit, s'il n'y a pas de problème, il ne faut pas en chercher. C'est vraiment, comme je disais, si la personne elle va sentir qu'il y a un blocage, qu'il y a des schémas répétitifs, qu'il y a quelque chose dans sa vie qui ne va pas, euh, à l'instant T, ça va être ça. C'est OK, je vais consulter parce qu'il y a ça. Mais si elle se dit, ah bah tiens, j'ai entendu le live et ah bah, ça me plairait bien de faire une consultation pour savoir ce que raconte ma naissance et tout, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, mais je veux dire, tu vois, plus dans l'optique que parfois on a peut-être un blocage, mais justement, on a un peu la tête dans le guidon, donc on s'en rend pas compte, tu vois. Ben, le truc, c'est Et que tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, c'est comme quand on prend un rendez-vous pour une séance d'hypnose, c'est parce qu'on y va, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, ben tiens, il y a ça, tu vois. mhm, Mais effectivement, le risque, c'est d'y aller en disant, bah tiens, je vais voir en fait qu'est-ce que ça raconte, et de créer à ce moment-là des problèmes où il n'y en a pas eu. Ouais, ok. tu vois, c'est un peu ça aussi le risque. Donc, c'est vrai, je fais très attention et puis que je dis que ça reste vraiment un outil de compréhension de soi parce que j'y vais vraiment dans le trajet, dans les empreintes, quand c'est nécessaire et que comme là, tu vois, je sens que bah, il y a de l'anxiété sévère à plus, donc il y a des choses dans les mots qui me parlent et que je vois que ça n'appartient pas à la personne et elle n'a pas cette compréhension-là, en fait, consciemment. Ou alors, il y a un vrai blocage et la personne, elle a envie de passer, en fait, au niveau supérieur, mais elle n'y arrive pas, ça bloque. Et elle ne comprend pas pourquoi ça bloque. Donc voilà, là, je mets le doigt dessus et je lui explique, etc. Mhm. Mais ce n'est pas forcément systématique, en fait, dans les accompagnements. Oui, et comme tu dis, c'est aussi, je suppose, pour éviter que quelqu'un qui va bien, même si peut-être il y a eu des choses, voilà, pas cool pendant la naissance ou la grossesse, mais en fait qui l'impacte pas, ça serait un peu aller réveiller quelque chose qui en fait l'empêche pas de vivre. Et peut-être que ça se réveillera dans quelques années naturellement et que c'est à ce moment-là mais d'éviter d'aller soulever des choses quand c'est pas le moment, quoi. Bah, c'est ça, parce que c'est ce que je disais, il faut prendre en compte en fait, le degré d'encodage. En fait. Quand l'empreinte, elle s'y met, des fois, bah, c'est voilà, c'est là, mais c'est pas forcément quelque chose qui va nous impacter dans notre vie. Quoi. Donc, effectivement, oui, n'allons pas réveiller des choses dont on n'a pas besoin, surtout si on va très bien dans sa vie. Mhm. Ouais. Mais c'est plus voilà quelqu'un qui se sentirait qu'il y a quelque chose qui va pas, même si c'est pas quoi, par exemple, ça peut être intéressant. Dès qu'on a un blocage, mais enfin voilà, comme avec toute technique, c'est quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, de chercher une personne avec qui on sent un feeling et peut-être voilà une technique qui nous parle pour nous aider à aller comprendre ce qui se cache là derrière pour se sentir mieux en fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
C'est, on sent qu'il y a une problématique, un blocage, quelque chose qui se répète. Et puis, bah, à partir du moment où on commence à se poser des questions, c'est que voilà, ça se réveille. Hein. Là-dedans, ça commence à bouger et que là, il commence à avoir les premières alertes, tout simplement. Donc oui, à ce moment-là, oui, on cherche bah, qui serait le mieux placé pour m'aider à le comprendre. Mhm. Et toi, tu fais homme, femme, juste les femmes, les deux? Alors moi, je fais spécialement de C'est ça. l'accompagnement pour la femme. Ouais, ouais. Je fais vraiment ça. Et ça se passe comment? Tu vois, en ligne, en présentiel, les deux, en fonction de ce que les gens préfèrent? Alors là, tout de suite, s'il y a que des accompagnements en ligne. Donc, quand les personnes ont un doute et qu'elles ne savent pas très bien par rapport à leurs problématiques, comment elles pourraient se faire accompagner, euh, bah voilà, dans ma bio, bah, j'ai mis une séance de 45 minutes où voilà, on peut échanger, j'écoute la personne sur sa problématique et pouvoir aussi bah, lui apporter un peu de lumière. Et je travaille que comme ça en ce moment, voilà, en accompagnement en ligne. Alors, le présentiel est prévu, mais pas pour tout de suite. Voilà. Ça marche. De toute façon, je remettrai toutes tes coordonnées dans, la description, comme ça, si les gens veulent te contacter, ils pourront. Je sais pas si tu as envie, voilà, d'ajouter quelque chose pour terminer cette belle interview. Bah déjà, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Et ensuite, je dirais que concernant les empreintes émotionnelles qui viennent en fait se cristalliser en nous et qu'on n'a pas en fait la compréhension, lorsqu'elles remontent à la surface, de ne pas avoir peur de pousser la porte et d'aller voilà, chercher ou d'aller peut-être comprendre ce qui se passe derrière parce que c'est vraiment un outil de connaissance de soi et de reconnexion à soi pour vraiment en fait comprendre son histoire, sa propre histoire. Donc, on a souvent peur de pousser la porte par rapport à nos problématiques, mais je pense que quand on veut vraiment avoir un équilibre dans sa vie, faut y aller. Et puis, si on pousse pas la porte, comme tu dis, de la problématique est toujours là et elle va nous suivre. Donc, à un moment, c'est oser plonger peut-être et que ça soit un peu inconfortable pendant un moment, Mm. mais pour aller mieux et s'en libérer, que de traîner nos boulets ad vitam aeternam et qu'en plus, souvent, ben, si on va pas voir, ça ne fait que grandir et empirer parce qu'à un moment, il faut aller voir. On va dire ça comme ça, quoi. Oui, parce qu'à un moment donné, si on continue à faire l'autruche, bah, c'est comme frapper à la porte. Hein. D'abord, on frappe doucement, puis on frappe avec une intensité un peu plus élevée, puis après, bah, on pète la porte et on rentre. Hein. C'est Puis donc bonjour, burn-out, dépression, maladie ou tout autre. ce qu'on ne veut pas. Voilà. Donc, comme tu dis, vaut mieux des fois aller voir et être accompagné, être guidé, parce que bah, c'est pas un chemin que des fois qui est facile à faire seul, mais au moins accepter que de se décharger de tout ça. Elle Ouais. va gratter à la porte jusqu'à ce que tu ouvres en plus. Oui, voilà, Comme le chat. comme les Il faut rentrer ou chats, pas. ouais. Oui, donc c'est. Et puis en plus, c'est pour aller, enfin, c'est pour se sentir mieux. Donc voilà, après, même si ça fait peur, c'est toujours mieux que de faire l'autruche et Bah, c'est attendre et espérer que ça va partir tout seul. exactement. Bah, la cliente, dernièrement, on a fait une déprogrammation, reprogrammation. Et après, je leur demande toujours comment elles vont, leur retour et tout. Elle me dit oui, bah, il y a comme un truc qui a changé. Alors, c'est pas négatif du tout, hein, mais j'ai l'impression que je vois tout différemment. Et après, elle me renvoie un message et puis je lui dis alors, comment ça va? Elle me dit, ah bah, très très bien. Hein. Et puis les gens, ils se rappellent plus en fait bah, comment c'était au départ. Et tant mieux en fait, tant mieux. Mais voilà, toujours oser pousser cette porte. Ouais. Oui, et aussi parfois, là, ce qui me vient, c'est, moi, je vois ça un peu comme un oignon. Donc parfois, on commence à enlever une couche et les gens ils pensent qu'en ayant juste enlevé une couche, qu'en fait, c'est bon. Mais parfois, il faut
en enlevant une couche, on trouve autre chose qui fait que ça peut peut-être pas être très agréable à ce moment-là, parce qu'en fait, il faudra enlever deux, trois couches. Mais comme ils ont vécu, peut-être ils ont fait une séance et qu'après ils se sentent un peu fatigués et pas très bien, parce qu'on a juste enlevé la première couche. Et parfois, voilà, avec cette société de consommation où on a tout de suite et on pense qu'il y a qu'à claquer des doigts et on va se sentir mieux en une séance. Parfois, non, il faut aller un peu plus loin, il faut faire deux, trois séances. Parfois, il faut même mixer les Oui, accompagnements. c'est ça. Et en fait, oui, parfois c'est un peu désagréable, même après un soin énergétique. Moi, c'est déjà arrivé que les gens ils me disent pendant 2 jours ils étaient fatigués. Bah oui, il y a eu tellement Bah, parce c'est qu'on se bon. rend pas compte que même On si c'est reste. énergie, Mm. voilà, c'est énergétique, mais comme tu dis, on est énergie, bah ça impacte vachement le corps, mais on s'en rend pas compte. Donc, mais bon. C'est bien pour ça qu'on dit buvez beaucoup, justement, parce que l'eau, voilà, c'est un vecteur aussi. Donc, ouais, c'est pas forcément agréable, hein. On imagine ça toujours comme ça, mais comme tu dis, oui, c'est comme les couches d'un oignon, hein. On enlève, on enlève, on enlève, on enlève, mais après, Donc, on sait pas combien il y en a on sait enlevé. pas combien, on sait pas. Mais on le ressent au fur et à mesure, tu vois. Oui, puis Et c'est je dis ça, à toujours, qu'est-ce force qui est mieux? d'enlever, on se sent mieux, même si on a peut-être encore toujours à enlever. Moi, je vois bien, on se sent mieux. Et dès qu'il y a quelque chose qui arrive, des émotions, des deuils ou quoi, en fait, c'est vachement plus fluide à accueillir. Et la douleur, je vais dire, quelle qu'elle soit, est beaucoup plus courte aussi souvent. Oui, Et ça, les gens s'en rendent peut-être pas compte aussi qu'en fait, tout ce travail, c'est aussi pour nous aider voilà. à accueillir la vie de manière vachement plus fluide et plus agréable. C'est pas pour ça qu'on n'aura plus jamais de tristesse, qu'on sera plus jamais en colère, C'est qu'on ça. aura. Non, c'est juste qu'on arrive à les accueillir, on arrive à comprendre le message et du coup, ça passe vachement plus vite que quand avant, parfois, il fallait peut-être traîner ça pendant des semaines, voire des mois. C'est exactement ça. La compréhension, en fait, enfin, le soulagement est immédiat, hein, mais comme tu dis, c'est surtout un travail pour le futur, pour après, pour la manière dont on vivra les choses. Oui, tout à fait. Un investissement en soi. Et oui, alors là, je suis tout à fait d'accord. Ouais, Ça libère de toute façon. Oui, ouais. ça libère énormément. Mm. Mais d'ailleurs, moi, je dis toujours aux gens, après une séance, que ce soit un soin, une hypnose ou quoi, de bien boire et je leur dis toujours, vous étonnez pas si vous allez plus souvent faire pipi? Ça arrive souvent. Voilà, avec toutes les libérations, c'est un des moyens. Et les gens me regardent un peu bizarrement. Et puis, j'ai déjà eu des gens qui me disent, ah oui, je confirme, pendant 2, 3 jours. Il y a, pour les femmes, je leur dis aussi, il se peut. Si vous avez, quand elles ont encore leurs règles, je dis, il se peut que les premiers jours soient encore plus abondants que d'habitude, hein. Et je leur explique qu'il y a aussi la libération en fait par l'utérus et tout, surtout quand on travaille des empreintes. Donc elles sont toujours étonnées pour me dire, ah, mais comme j'étais prévenue, je dis bah voilà, c'est Oui, mieux. oui, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup, Kéline, pour cette Merci à toi, Sophie. très belle interview. Merci. Avec plaisir. Et la semaine prochaine, on parlera de psychoéducation avec Pauline. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt. Salut Kéline. Salut Sophie.